Afrique de l'Est, Bamati, petit côté à Moyen-Orient. Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Très heureux de vous retrouver dans le cadre de ces briefings qui sera consacré ce soir à la situation sécuritaire en Ituri. Et aujourd'hui, c'est une date symbolique parce que c'est la date du 17 mai qui est dédiée à nos forces armées. Vous avez vu ce matin le président de la République, commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale, s'est rendu à la tombe du soldat inconnu pour rendre honneur et hommage à ceux qui perdent la vie pour la défense de la patrie. Et ce soir, nous en avons un qui dirige depuis plus d'une année maintenant la province de l'Ituri. Ce sera l'occasion de faire le tableau général de la situation dans cette partie du pays. Et vous avez suivi ces derniers jours que nous avons été particulièrement affectés par les massacres que continuent de subir nos compatriotes innocents de la part de ces groupes barbares, mais cela ne branle en rien notre détermination comme gouvernement à ramener la paix à tout prix dans cette partie du territoire national. Puisqu'il sera question de parler de la paix, nous reviendrons aussi sur l'évolution du processus de Nairobi, depuis que, comme vous le savez, le président de la République, après l'adhésion de la République démocratique du Congo à la communauté des États d'Afrique de l'Est, a ouvert une autre voie avec ses homologues de la sous-région pour ramener la paix à tout prix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Voilà en liminaire les sujets qui feront l'objet de notre échange de ce soir que nous voulons clair et transparent comme d'habitude parce qu'il est question pour nos compatriotes qui sont en Ituri et d'autres qui sont partout en République démocratique du Congo de comprendre les efforts et les sacrifices qui sont consentis pour que la paix puisse revenir dans cette partie du pays. Mon général, je vous remercie de vous être associé. Nous savons que c'est une journée qui vous est dédiée et donc considérez que cet exercice rentre dans le cadre de la célébration de la journée qui est dédiée à nos forces armées pour échanger avec les médias de manière transparente dans ces cadres que nous avons instaurés et bien évidemment sous le leadership du Premier ministre où régulièrement nous rendons compte de l'action du gouvernement. Avant que nous ne puissions passer la parole aux médias pour poser des questions spécifiques, je voudrais vous donner la parole pour qu'en quelques lignes, vous puissiez nous brosser la situation générale de la province qui est sous votre charge. Comme ça, nous pourrons avoir des éléments pour avancer. Je rappelle que nous profitons du passage du gouverneur militaire à Kinshasa. Vous avez suivi il y a 2 jours. Le président de la République a clôturé un séminaire destiné aux forces armées de la République démocratique du Congo qui portait sur la déontologie, l'éthique de militaire. C'est donc dans ces cadres-là que le gouverneur, comme beaucoup d'autres officiers qui sont affectés sur terrain, sont arrivés à Kinshasa. Et donc, monsieur le gouverneur, nous profitons pour vous soumettre à cet exercice que nous espérons pourra apporter plus de lumière dans la compréhension de la situation qui se passe en Ituri. Vous avez la parole. Merci, Excellence. Merci à tout le monde. De prime abord, je voudrais vous dire que nous avons été, n'est-ce pas, en Ituri, je pense le 10, et nous avions commencé à travailler le 11. Il s'agit là d'une opération militaire. Une opération militaire. Et donc, cette opération a été divisée en 3 phases. C'est-à-dire, nous sommes arrivés, nous devrions d'abord sécuriser la ville de Bunia, où il y avait une grande insécurité, où 2 semaines avant, on se promenait avec des cadavres, des têtes de morts, ouvrir les grands axes, récupérer les localités, les agglomérations, et nous installer en fait, et permettre à ce qu'il y ait accès. Parce que nous n'avions pas d'accès sur la RN27 et sur la RN4. Et faire revenir aussi
rapidement les populations dans le territoire d'Irumu, où on venait, n'est-ce pas, de vivre des grands massacres. Et voilà. Nous sommes allés, donc nous avons repris ces localités, ces agglomérations. Nous avons ouvert les grands axes, en l'occurrence la RN27 et la RN4. Et la deuxième phase, et c'est là que nous sommes, c'était maintenant chasser, éloigner tous ces groupes armés de leur centre d'intérêt, les poursuivre en profondeur. Et vous allez remarquer que dans la deuxième phase, et c'est la phase qui est vraiment critique, parce que quand vous chassez, n'est-ce pas, ces hommes qui étaient habitués à rançonner, à extorquer, qui profitaient des mines, vous les chassez en profondeur, ils sont en errance, ils ne sont plus dans leur centre d'intérêt, et donc, ils commencent à faire quoi? Ils vont commencer à tuer. À tuer, pourquoi? Pour lancer un message. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont plus le profit auquel ils ont été habitués pendant plus de 20 ans. Parce que vous savez que cette guerre a commencé depuis plus de 20 ans. Et malheureusement, dans cette phase, nous demandons de la résilience. Non seulement de la résilience à nos militaires, parce qu'ils vivent des grandes choses, c'est une forte expérience, mais nous demandons aussi de la résilience à notre population. Nous demandons aussi l'union. Pourquoi? Parce que quand on tue, souvent, qu'est-ce qui se passe? Il y a des divisions. C'est vrai. Il peut se passer que, comme ces derniers temps, vous avez vécu vous avez, n'est-ce pas, suivi ce qui s'est passé à Pluto, vous avez suivi ce qui s'est passé à Loloa, mais ça, ce sont des signaux forts. Ce sont des signaux forts qui montrent que, effectivement, l'ennemi est en errance. Donc voilà pour le moment où nous sommes. Voilà aussi les conséquences de cette deuxième phase. Mais je l'avais déjà expliqué. Et ce n'est pas la seule expérience que nous avons ici. Vous allez vous rappeler, nous avons des pays africains qui ont vécu cette même expérience. Et vous connaissez notamment le Mali. Et même quand vous parlez du terrorisme, quand il y a eu Bataclan, on a tué beaucoup de Français. Mais c'était des moments d'unité, d'union. Et donc, c'est difficile, c'est vrai, mais nous devons être ensemble aujourd'hui pour, n'est-ce pas, essayer de nous battre contre ces terroristes et contre ces Congolais qui ne veulent pas comprendre. Parce qu'aujourd'hui, la Codeco, parce que c'est d'elle qu'il s'agit, qui est un groupe armé congolais, c'est elle qui fait plus de massacres. Parce qu'ils connaissent le terrain, ils sont dans le territoire de Djougou, et ils ont cette facilité, n'est-ce pas, de s'éclipser, mais nous les poursuivons. Nous les poursuivons. Voilà un peu là où nous sommes aujourd'hui avec nos opérations. Donc nous sommes dans la deuxième phase. Voilà, Monsieur le Gouverneur, merci de vos mots introductifs. À présent, je vais me tourner du côté de nos amis de médias pour recueillir la première question. Le principe, mon général, question-réponse. Nous voulons des questions simples et claires pour nous permettre d'être le plus clair possible dans les réponses. On va commencer par Innocent Lenga et puis ce sera Richard Chako. Merci beaucoup pour la parole. Mon général, la milice Codeco existe il y a plus de 3 ans en Ituri. À ce jour, combien sont-ils ces éléments de la Codeco? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question,
qu'est-ce qui empêche à nos forces armées d'épilonner les positions de ces miliciens, étant donné que leur rayon d'action ou leur périmètre est bien connu? Et enfin, la troisième question, quelle est votre réaction par rapport au refus des habitants de Mambasa de recevoir l'implantation de la base de la MONUSCO? Merci. Je réponds Allez-y, oui, directement. vous Ok. répondez directement. Peut-être, mon général, je vous demanderai, pour des besoins d'être bien vu à la télé, Oui. de bouger votre béret et Voilà. de les reporter plus tard. Non, peut-être Voilà. que vous pouvez Comme ça juste l'enlever. L'enlever? Très Oui, bien. comme Merci. ça, on vous voit très bien. Voilà. Voilà. Merci à nos amis de la Merci. technique qui l'ont- Mhm. Combien ils sont? Nous avons, vous savez, ce sont des civils. Ils sont dans leur village. Le matin ou la nuit, ils se transforment en paisibles citoyens. Mais, d'après nos estimations, quand nous voyons la mobilité, nous voyons leur puissance de feu, nous estimons qu'ils peuvent être à plus ou moins 8 000, 10 000. Entre 8 000 et 10 000. Voilà. Alors, pilonner, c'est Codeco. Je crois que vous êtes informés. Vous êtes informés que nous avons des hélicoptères de combat, nous montons en puissance et que donc nous les engageons. Nous traitons beaucoup de cibles. La dernière fois, c'était aux environs de Mungwalu, à Déguéné plus précisément. Nous avions utilisé nos hélicoptères de combat et je peux dire qu'on avait quand même bien traité les cibles. Et donc, mais ce que vous devez savoir par ailleurs, que ces gens-là, ce sont des Congolais. Nous mettons beaucoup de pression, nous utilisons nos hélicoptères, nous utilisons nos armes d'appui, mais il y a aussi des règles, notamment l'utilisation disproportionnée des armes. Eux, la Codeco, ils ont des AK-47, ils peuvent avoir aussi des mitrailleuses, et nous, parce que c'est une population, chaque fois que nous utilisons nos armes, nous devons toujours faire attention à certains principes. Donc nous ne pouvons pas continuellement utiliser n'importe quelle arme. Nous utilisons les armes, nous faisons la pression, et puis après, on essaie d'évaluer pour qu'on ne nous reproche pas plus tard d'avoir utilisé des armes, surtout que ce sont des Congolais, des armes disproportionnées. Alors, vous avez parlé du refus de la population. Peut-être pour revenir aussi à la deuxième question, nous avons aussi les règles d'engagement que nous devons suivre. Parce qu'à un certain moment, je vous ai dit, la journée, ils ne sont pas... souvent, ils ne sont pas... bon, ils peuvent être des civils. Et donc, nous devons faire très attention. Quand nous les engageons, des fois, il n'y a pas une grande différence entre les civils et ces groupes armés. Et là, ce sont des règles d'engagement qui nous limitent. Vous savez, c'est très dur. Ils ont des armes, vous les engagez, vous les neutralisez. Quand ils sont morts, ils n'ont plus d'armes parce que certains de leurs collègues ont récupéré les armes. Ils deviennent des civils. Et vous devez vous expliquer. Tous les jours ici, moi je dois m'expliquer. Parce que sur le terrain, sur le théâtre des opérations, on retrouve des Congolais sans armes qui ont été neutralisés. Et c'est un sérieux problème.
La troisième question, à Mambasa, moi je crois que c'est un problème de manipulation. Nous travaillons avec la MONUSCO. Évidemment, il y a des gens, certaines personnes qui ont des allégations, mais il faudrait bien les prouver. Alors, quand vous parlez à la paisible population, vous dites que voilà, nos amis, nos partenaires qui sont la MONUSCO, aident, n'est-ce pas, les groupes armés, et cette paisible population, cette population qui est vraiment dans des milieux reculés, mais elle peut y croire et avoir ce genre de réaction. Mais ça fait une année que moi je suis à Ituri, je n'ai pas encore vu la MONUSCO donner des armes, que ce soit aux ADF, que ce soit à la Codeco, et même à d'autres groupes armés. Et donc, peut-être cela arrive parce que ça fait aussi plus de 20 ans qu'ils sont là. La population veut voir, je crois que c'est un problème de résultat. La population veut voir le résultat. Mais ce résultat-là, c'est un résultat d'une guerre qui a commencé depuis 20 ans. Mais c'est un résultat qu'on veut nous imposer pour cet état de siège qui a commencé il y a une année. Voilà. Voilà, donc, et aussi c'est sûrement ce qu'on appelle ici le fake news, c'est l'effet de cette intoxication, prendre des mauvaises formations, le relayer. C'est pour ça justement, monsieur le gouverneur, qu'il y a un besoin d'être régulièrement en contact avec les médias, donner l'information officielle pour éviter que des spéculations ne deviennent de vérité des paroles dites. Je pense aussi, sans vraiment vous paraphraser, mais que c'est la complexité de la situation en Ituri. Dans le Nord Kivu, on traite les menaces des ADF, des groupes armés qui y sont depuis autant d'années. Mais l'autre essence du conflit en Ituri, le général y reviendra tout à l'heure, mais ces conflits communautaires. Il vous souviendra qu'en début des années 2000, il y a eu même une opération Artemis et aujourd'hui, c'est plus ou moins la même chose que nous vivons. Et donc, il est difficile pour des situations comme ça d'avoir des cibles bien identifiées, armées, avec des armes, parce que parfois, ils opèrent à l'arme blanche. Et le plus souvent, lorsqu'ils attaquent, ils attaquent de cette manière. Et donc, toutes ces choses rendent la situation un peu plus complexe, mais cela ne nous exonère pas et ne nous fait pas perdre la foi et la détermination que nous avons, que nous réglerons le problème d'une manière ou d'une autre. Prochaine question, Richard Chako. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Mon général, ça fait, comme vous l'avez dit, depuis une année que vous êtes à la tête de la province de l'Ituri. Je crois que le ministre, dans l'entame du point de presse, a dit la série de massacres que l'Ituri a enregistrés ces derniers temps. Comment vous expliquez l'activisme de la Codeco qui, avant, on ne parlait plus de la Codeco, on parlait plus des ADF, mais la Codeco qui a tué récemment plus de 60 personnes dans un camp de déplacés et encore 14 personnes toujours dans le territoire de Djougou. Comment vous comprenez cela? Deuxième question, nous avons appris que l'armée ougandaise voudrait se retirer, je crois, en 10 jours du territoire congolais. Est-ce que vous confirmez ou vous infirmez cette information? La dernière question, c'est le chef de l'État a annoncé la table ronde sur la sécurité à Ituri comme au Nord Kivu. Est-ce qu'on peut savoir quel est votre cahier des charges si vous participez à cette conférence par rapport au rétablissement de la paix dans votre province? Merci. Alors, je veux tout de suite, le général pourra répondre, je veux tout de suite répondre à la deuxième question sur le retrait de troupes ougandaises. Je crois que vous voulez parler du tweet qui a été fait par le chef de l'armée, donc le fils du président Museveni. Il a fait 2 tweets. Dans un premier tweet, il a dit effectivement qu'il y avait les opérations suivant le calendrier et l'accord qui a été convenu devraient durer 6 mois. Il restait 2 semaines et que dans cet ordre-là, il pensait que les opérations pouvaient se terminer. Mais lui-même est revenu pour dire, voilà, que les opérations se termineront lorsque les 2 chefs d'État décideront. Parce qu'en réalité, il y a eu des raisons dont on a déjà longuement parlé ici, qui ont motivé les opérations militaires entre
l'armée nationale, la nôtre, et l'armée ougandaise, dictée par une menace commune, celle des ADF qu'on devait combattre comme on combat le terrorisme partout, de manière conjointe et à synergie. Au bout des 6 mois, il y a eu certes des avancées, mais avant qu'on ait décidé de mettre fin à ce qui avait été convenu, je crois qu'il y a des réunions des états-majors, le général le dira mieux que moi, il y a des réunions des états-majors qui permettent d'évaluer la situation et le degré d'évolution par rapport aux objectifs initiaux. Et en ce moment-là, on va estimer, les militaires vont dire, là, nous pouvons nous arrêter parce qu'il y a tant du côté ougandais que du côté congolais des points focaux. Ils vont faire rapport au commandant suprême des 2 États qui pourront se dire, bon, écoutez, là, nous pensons que nos armées peuvent s'arrêter là, ou nous pouvons décider que nos armées continuent. Et donc, pour l'instant, il est prématuré de dire si les choses se feront de cette manière-là, parce qu'il y a, à mon avis, les processus qui veulent que les états-majors se réunissent, qui veulent que les états-majors fassent rapport au commandant suprême et que ceux-là, à leur niveau, décident, parce que c'est finalement eux qui décident de l'engagement de l'armée, exactement comme il a dit dans son 2e tweet. Mon général, pour les autres questions. Oui. Vous voulez savoir pourquoi ces massacres en ce moment. Vous savez, ça fait 1 année, comme je disais, je le répète encore, que nous sommes là et nous avons observé une chose. C'est que chaque fois qu'il y a des enjeux, souvent quand il y a des enjeux, vous voyez qu'il y a encore monté un peu de massacre. Aujourd'hui, on parle de la table ronde, on parle des rencontres de Nairobi, et donc c'est toujours, parce que vous savez, nous en tant que militaires, dans la stratégie, on n'attaque pas n'importe comment. Le moment, c'est quelque chose d'essentiel. Pourquoi est-ce que ces gens-là choisissent ce moment pour attaquer? C'est pour ça que moi je dis, c'est face aux enjeux. Ils ont un message à faire passer. Ils veulent peut-être dire, vous n'irez nulle part sans nous. Et qu'il faut nous intégrer dans vos discussions. Et que si vous nous laissez à côté, nous pouvons faire davantage de mal. Donc, ça, c'est ce que moi j'ai observé. Mais de l'autre côté, je vous ai parlé des centres d'intérêt. Ces gens vivent en errance depuis un certain temps. Ils étaient, comme je disais, sur la nationale. Quand je parle de Djougou, je vois la nationale 27, RN 27, où ils extorquaient, où ils pillaient. Mais maintenant, c'est très difficile. Parce que nous avons mis là-bas une grosse patrouille. Nous avons mis une grosse patrouille qui est permanente, de sorte qu'ils ne peuvent plus facilement accéder. Je parle là de Djougou, du territoire de Djougou, parce que la RN 27 passe au travers le territoire de Djougou. De l'autre côté, il y a eu aussi ce problème-là, où ils sont en train de se disputer la gestion des mines. Ça, c'est ce qui s'est passé la dernière fois. À Pluto, ce que nous avons suivi, c'est que il y a un temps, cette mine appartenait à un monsieur Lendou, et qu'après, il a changé de propriétaire. Et que donc, c'était le groupe Zahir qui s'y était installé. Mais toujours, parce que ce groupe Zahir ne s'est pas installé il y a 2 ou 3 jours. Vous vous rappellerez, je crois, il y a 1 mois, 2 mois, il y a eu un commandant, je ne sais pas s'il faut parler qu'il a été un peu distrait, il y a eu ce groupe-là qui s'était même approché, le groupe Zahir qui s'était même approché de Mungwalu. Et la réaction a suivi, ces hommes-là sont rentrés à Pluto. Et ont continué à contrôler cette mine-là. Et voilà que les Codeco ou la Codeco est venue pour les enchasser. Et c'est ce qui s'est passé la dernière fois. Ils sont arrivés la nuit, ils ont commencé à opérer à 3 heures du matin jusqu'au moins 5 ou 6 heures. Peut-être là où
la question que la plupart des gens se posent, c'est que comment est-ce que ces gens-là pouvaient opérer? Comment est-ce que nos hommes n'ont pas pu intervenir? Non, c'est tout simplement parce que la nuit, vous intervenez, si vous n'avez pas ce qu'on appelle des night devices, vous ne pouvez pas voir, vous n'avez pas la vision de nuit, vous allez intervenir, vous allez causer encore davantage de morts. Je vous ai dit que ces gens-là, ils se connaissaient, ce sont les enfants du quartier, ils connaissent qui est qui. Mais nos hommes, c'est très difficile d'arriver la nuit et de commencer à traiter, n'est-ce pas, l'ennemi. Et donc, voilà pourquoi est-ce que nous avons eu autant de morts. Alors, vous avez parlé aussi du cahier de charges. Bon, ça c'est un vocabulaire que nous n'avons pas, nous en tant qu'armée. Nous avons, n'est-ce pas, nous dépendons, moi je suis au niveau opératif comme gouverneur, et donc ça, je pense que ce sont des choses, moi je vais transmettre ce que j'ai sur terrain, je crois que ce sont des choses qui sont traitées au niveau stratégique, notamment au niveau du chef d'état-major général et au niveau du ministère de la Défense. Et que donc, quand ils vont se voir, ils vont se retrouver, je ne sais pas moi, dans quelques jours, encore à Nairobi, je ne sais pas si ce sera toujours au même endroit, je crois qu'à ce moment-là, le ministère ou le chef d'état ou le représentant du chef d'état-major saura ce qu'il peut leur demander. Mais moi, à mon niveau, je ne peux pas parler comme ça du niveau stratégique. Voilà. Alors, sur la question du processus de Nairobi, bien évidemment, nous y reviendrons. On va donner la parole à Edmond Izouba, puis ce sera Madame Rachel Kitita. Monsieur le ministre, c'est Edmond Izouba, responsable du site d'information opinion-info.cd. Je voulais vous poser, je crois, 2 questions. Qu'en est-il de consultation entre appelons-les comme ça, les forces négatives et le gouvernement congolais qu'on parlait à Nairobi? Alors la deuxième question peut-être serait de savoir, il y a un forum qui se tient à Lubumbashi qui réunit tous les leaders katangais. Est-ce qu'il était-il nécessaire, ce forum, de se tenir aussi longtemps que le chef de l'État et la plupart des membres du gouvernement, je me rappelle le Premier ministre venait d'être là pour réconcilier le Katangais et le Luba. Mais aussi, peut-être une question qui vous concerne particulièrement, vous êtes d'un parent Katangais, pourquoi n'avez-vous pas fait les déplacements? Merci. Nous parlons des sécurités de l'armée, mais bon, parce que vous posez la question, je crois que d'abord il faut faire la démarcation entre les 2 initiatives. Il y avait un problème dont nous avons parlé ici. Le président de la République s'est rendu au Katanga, à Lubumbashi, principalement pour présider les travaux de la grande table ronde qu'il avait initiée entre les 5 provinces du Kasaï, du Grand Kasaï et les 4 provinces de l'ex-Katanga pour voir comment on réglait des problèmes communautaires, des problèmes économiques et des problèmes de cohabitation parce qu'il y a évidemment des problèmes qui ont été abordés. Ceci n'a rien à voir avec l'initiative qui est en cours, qui est une initiative, je pense, prise par le clergé au niveau de la province du Katanga qui réunit les notabilités. Pour nous, tout ce qui est initiative qui conduit à la paix, c'est des initiatives qu'il faut soutenir. Je pense que Monseigneur Fulgence, qui est à la tête de cette initiative, durant les séjours du président de la République, et le président de la République l'a reçu pour discuter de toutes ces choses. Et donc nous pensons que tout ce qui nous permet d'arriver à la paix, c'est des choses, c'est des initiatives que nous devons soutenir. Pour ce qui concerne l'autre volet de votre question, moi j'ai un parent kassaïen et j'ai un parent katangais. Je me définis comme Congolais. Le plus important, ce n'est pas qu'on y soit physiquement, mais le plus important, c'est que partout en République démocratique du Congo, où les Congolais se trouvent dans leur diversité, que nous ayons la culture de la paix, du dialogue, et chaque fois qu'il y a des problèmes de communauté qui nous engagent, que nous soyons en mesure de les aborder dans la sérénité
pour prévenir toute forme de violence. Et donc voilà, si je peux me permettre de répondre à cette question qui est digne d'Izouba. Bon, on connaît les styles. Mais pour revenir à votre question initiale, j'avais préparé un petit élément introductif. Je crois que c'est les discours du président de la République aux différents groupes armés pendant les consultations de Nairobi. Je souhaite que nous puissions suivre le président de la République et bien après, je pourrai aller en profondeur pour répondre à votre question. J'ai tenu à vous rencontrer lorsque j'étais à Nairobi, mais malheureusement pour des problèmes de logistique, notre rencontre n'a pas pu avoir lieu. Mais qu'à cela ne tienne, les représentants du pays que j'ai laissé sur place ont pris langue avec vous et m'ont donné de bonnes nouvelles par rapport à vos dispositions de vouloir vous mettre finalement en ordre avec la patrie. Je vous y encourage et je vous exhorte à cesser ces activités et vous garantis qu'il ne sera fait de mal à personne tant que vous accepterez la main tendue du gouvernement parce que vous êtes des compatriotes et que la République doit vous protéger. C'est pour ça que je vous exhorte à arrêter ces activités, à regarder dans la voie que je vous trace, celle du développement. Et cette voie, lorsque nous aurons atteint le développement, vous verrez que ce sera l'épanouissement de tout notre peuple. Tout le monde trouvera sa place et tout le monde sera heureux. Aujourd'hui, nous avons développé des politiques régionales et notre pays vient d'adhérer dans l'East African Community, une communauté qui va être une communauté d'intérêt commun et qui visera le développement de nos pays respectifs. Aidez-moi à vous aider en quittant ce processus et vous verrez, vous serez entièrement satisfait de la reconversion qui vous attend à travers le processus de DDRCS. Voilà, ceci dit, je pense que c'est clair, ça répond à la première partie de la question. Donc le gouvernement, le président de la République l'a dit, main tendue pour ceux qui veulent s'inscrire dans la dynamique de la paix. Ici, je dois rappeler, et tout le monde le sait sûrement, que la problématique de groupes armés est une problématique qui est antérieure à l'arrivée du président de la République à la tête de la République démocratique du Congo. Ça fait partie d'un héritage que nous assumons du fait de la continuité de l'État. Que ce soit pour ce qui concerne l'état de siège, que ce soit pour les consultations en cours ou d'autres mesures, l'objectif que nous recherchons, c'est la paix. Parce que 61 ans après l'indépendance, on ne peut pas continuer à nous entretuer alors que l'Afrique, le monde, attend de nous de réponses. Alors, vous avez suivi le 8 avril, il y a eu 2 conclaves en Nairobi. Le 8 avril, où le président de la République est parti, a posé sa signature sur les instruments qui permettent de formaliser l'adhésion à la communauté des États d'Afrique de l'Est. Et vous avez vu qu'à la suite de cette première réunion du 8 avril, il y a eu un conclave des chefs d'État le 21 avril qui a réuni les 5 chefs d'État de la sous-région. Et d'ailleurs, dans le 3e conclave qui arrive, on associera la présidente de la Tanzanie et le président Salva Kiir, que le président a visité récemment. Les chefs d'État ont convenu des 2 processus. Un processus politique qui a été piloté, vous avez vu, copiloté par les présidents de la République et les présidents kenyans, qui permet d'ouvrir cet espace des consultations avec les différents groupes armés. Ici, il n'est pas question, comme j'ai entendu dire, de négocier quoi que ce soit. Il n'y a pas de négociations. Il y a des consultations qui se font parce que c'est des compatriotes qu'il faut écouter. Ensuite, on voit comment on les verse, l'avenir qui les attend. C'est les processus de désarmement, démobilisation, réinsertion sociale et communautaire. Ça veut dire que ce n'est plus comme c'était par les passés où, lorsque vous êtes dans les groupes armés, on vous reverse
dans l'armée nationale. Non, ici, c'est un processus qui vous permet de vous réinsérer dans la vie civile. Dans ces processus prévus, il y a un processus politique qui a commencé avec ces consultations, qui se poursuivent parce qu'il y a eu, pour des besoins logistiques, d'autres groupes qui n'ont pas pu se présenter à Nairobi. Je crois qu'il y aura un round qui les concerne. Mais au-delà de ce que vous avez vu qui se tiennent, au moment où je vous parle, il y a des contacts réguliers poussés, notamment au plan national, entre les équipes qui sont commises à ces tâches par le président de la République et les gouvernements et les représentants des différents groupes armés pour justement discuter des conditions, des redditions et des cessations de leurs activités. Et donc, le moment venu, il est prévu qu'il y ait un autre conclave des chefs d'État qui fera l'avancée de ces processus politiques et tous ceux qui, à ces jours, seront réfractaires à ces processus subiront une foudre parce que vous avez suivi que les chefs d'État de la sous-région ont convenu de mutualiser les efforts pour mettre une fois pour toutes un terme à cette situation. Il ne faut pas oublier que notre adhésion à cette communauté permettra à cette communauté d'avoir un marché chez nous. Ce sera donc un élargissement et vous ne pouvez pas penser commercer, parler économie lorsqu'il subsiste encore de bruit des armes. Je pense que j'ai répondu à cette question. Je ne sais pas s'il y avait un autre aspect, mais je pense avoir couvert essentiellement la question que vous posiez. On va prendre Madame Rachel Kitita et puis on va reprendre Marlon Kachamou et Richard Chako. En général, il y aura une question en Swahili et une question en Lingala. Ah, excusez-moi. Marlon Kachamou et notre ami Marcelin, je pense. Marcelin de Télé 50. De Télé 50. Oh, bon, Patrice Boto, excusez-moi. Alain Lino Marcelli, voilà le nom. Voilà, il est revenu. Madame Kitita, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour la parole. J'aurais aussi deux petites questions pour vous. Une question pour le gouverneur. Dans la série de 3. Rapidement, ça sera rapidement. Je vais quand même vous lire ce tweet-là, Monsieur le gouverneur. Les massacres récurrents commis en Ituri consacrent l'échec de l'état des sièges et de la diplomatie régionale. Il faut un changement de stratégie et prévenir la répétition des atrocités par une profonde réforme du système de la sécurité et une coopération renforcée avec la brigade d'intervention signée Dr Denis Mukwege, prix Nobel de la paix. Monsieur le gouverneur militaire, est-ce que vous partagez cet avis? Mais il y a aussi une opinion nationale qui pense que l'état de siège, c'est carrément un échec qu'il faudrait passer à autre mécanisme pour mettre fin à l'insécurité dans l'Est. Une toute petite question pour vous aussi, c'est que on vous voit très souvent dans des actions sociales plutôt que dans des actions de sécurité. Est-ce que c'est le cas? Monsieur le ministre, mon confrère Edmond parlait tout à l'heure du forum sur la sécurité, la réconciliation et l'unité des Katangais. Et juste après, c'est le colonel Eddie Capen qui critiquait sévèrement ce forum. Colonel, membre de l'armée, ex-colonel, on les situe où finalement, monsieur le ministre? Madame, ne cherchez pas la S'il est toujours bête. dans l'armée, l'armée c'est la discipline, alors que l'armée est censée être apolitique. La petite bête, y a-t-il une portée ne cherchez pas la polémique politique parce que derrière vous aviez ces parlé déclarations? du docteur Mukwege, vous parlez du colonel Eddie Capan, vous voulez individualiser le sujet. Je ne veux pas aller dedans, mais aujourd'hui c'est les 17 mai. Ce sont des personnalités. C'est les 17 mai, Ouais. c'est la date. Jadis, nous célébrions la libération des forces de l'AFDEL et nous savons tous quel rôle le colonel Eddie Capan a joué à cette époque. Peut-être, témoin de l'histoire, il a voulu, je n'ai pas suivi toute sa communication, j'ai vu quelques tweets justement de vous, où il a abordé, il a donné ses avis sur ces sujets. Ici, madame, nous voulons parler de l'état de siège et nous considérons que quoi qu'il en soit, il n'y aura jamais d'unanimité totale autour de toute forme d'initiative et que le colonel a partagé ses opinions. Les autres ont les leurs et je pense qu'il faut donner une chance aux discussions qui se tiennent là-bas. Je vais terminer par la dernière question d'actualité. C'est dans moins d'un mois, puisque vous avez voulu répondre avant que je ne termine, excusez-moi s'il vous plaît, votre indulgence. La toute petite question, c'est dans moins de 2 mois que, sauf changement, le pape visitera la République démocratique du Congo. Alors, on en est où avec les préparatifs? Je souhaite que cette question me soit posée à la fin. Par vous ou par quelqu'un d'autre, j'y répondrai. La question, elle est déjà posée, donc c'est à vous de voir quand est-ce que vous Je vous répondrai à la fin pour permettre au général de ne pas perdre les fils des idées. Merci. Mon général, Merci. c'est dans cette ambiance que nous faisons la redevabilité. Ce n'est pas un exercice facile, Je comprends bien. Merci de vous y soumettre. Merci beaucoup. Vous savez,
pour les grands responsables que nous sommes, c'est un mot peut-être très dur que je n'aurais pas voulu prononcer ici. C'est l'ultra-crépidarianisme. Oui. En français facile, monsieur le gouverneur. En français facile, cela signifie il faut vous informer souvent. Je ne sais pas s'il faut dire notre peuple périt par manque d'information ou parce que, en fait, les gens qui parlent, souvent, ils ne s'intéressent pas. Ils sont à un certain niveau, ils ne prennent pas. Vous savez, aujourd'hui, il y a une journée ouverte des FARDC. Je voudrais vraiment voir, je vais poser la question, vous êtes des journalistes, demain, il faut demander combien d'intellectuels et combien de responsables étaient dans cette journée-là. On parle, c'est vrai, nous n'avons pas tout fait. Ça c'est vraiment, c'est vrai, on n'a pas tout fait. Mais est-ce que c'est un échec? Madame, aujourd'hui, si vous arrivez en Ituri, moi, je vous dis que quand je suis arrivé à Bunia, 2 semaines avant, on se promenait avec des têtes de mort. Je suis sûr que le docteur, c'est un monsieur très respectable. Je suis sûr qu'il ne le sait pas. Je suis parti, ma première sortie, je suis parti de Bunia pour arriver à l'hôpital, j'ai dépassé Marabo, pour arriver à l'hôpital de Niakoundé. Il n'y avait pas âme qui vive. J'ai trouvé un médecin. Et Dieu seul sait si un jour ce monsieur-là sera récompensé. Un médecin avec 3 vieilles malades à Niakoundé. Ça, ce sont des choses vécues. Vous pouvez aller le confirmer. Il n'y avait personne. Personne alors. Je suis arrivé jusqu'au territoire. On m'a amené, je crois, 30 bonnes dames, des kimbanguistes, parce qu'il faut que je les cite, qui venaient de Komanda. C'est devant elles que j'ai tenu un meeting, parce qu'en fait, je ne pouvais même pas tenir un meeting. Mais allez voir aujourd'hui, madame. Allez voir aujourd'hui. Il n'y avait que des véhicules incendiés sur la RN27 jusqu'à Komanda. Allez voir aujourd'hui. J'étais sur la RN27, j'ai dépassé Iga Barrière. J'ai trouvé 200 véhicules bloqués. Avec mon équipe, nous avons ouvert la RN27. Tout ce que vous entendez là-bas, Kobu, Bambou, Mungwalu. À Mungwalu, il y avait un peu de vie. Mais Kobu, c'était le sanctuaire de Codeco. Aujourd'hui, ils n'y sont plus. Bambou, Nyangaray, tous les environs là-bas, c'était Codeco. Ils n'y sont plus. Ils n'y sont plus. Je vous ai dit qu'ils ont été chassés. Ils sont en profondeur. La dernière opération qu'ils ont menée, par exemple, je parle des ADF, c'était vers la rivière Ituri. Ils ont brûlé, je crois, ils ont incendié des véhicules, ils ont brûlé quelques maisons. Ils étaient combien? 6. Je vous ai parlé d'un exemple ici. Je vous ai parlé du Bataclan. Si vous vous rappelez bien, il y avait combien de commandos dans cette salle? 6 ou 5, je pense. Et il y a eu 80 morts. Devrions-nous dire que c'est parce qu'il y a eu autant de morts que l'état de siège a échoué? Aux États-Unis, les commandos, là, combien ont fait tomber les 2 tours? Il y a eu combien de morts? Mais aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas tellement s'affairer. C'est vrai, ça fait mal. Mais nous devons être forts. Nous devons être forts et unis.
Vous ne verrez jamais les autres peuples dire que non, voilà, vous savez. Oui, c'est un moment de réflexion. Oui, c'est un moment où on doit chercher la réponse à donner. Oui, c'est un moment où on peut donner des conseils. Mais parler de l'échec, madame, je ne sais pas. Je les laisse, n'est-ce pas, dans leur propre appréciation. Mais pour une guerre qui dure 20 ans, nous avons encore besoin du temps. C'est vrai, il y a des souffrances atroces. C'est vrai, il y a des images. Parce que nous, on joue plus sur la perception. Et ça, j'ai toujours dit aux enfants de l'Ituri, je dis, mais pourquoi est-ce que tout le temps, ce sont des mauvaises images que vous envoyez au monde? Pourquoi vous le faites? Vous savez, l'information précède l'homme. Hein? Dans 20 ans, ces enfants-là, ils seront peut-être en paix, ou même dans 2 ou 3 ans. Ils seront en paix, et ces images-là vont les suivre. Ils vont poser la question à leurs parents. Papa, mais c'était quoi là? Je crois qu'à un certain moment, en tant que Congolais, et surtout au nom de tous ces militaires-là, tous ces militaires, vous ne pouvez, je l'ai dit la dernière fois, c'est vrai que nous avons aussi des problèmes, des petits problèmes ici, des gens qui vendaient. Effectivement, il y avait ce qu'on appelle... s'il y a aujourd'hui l'état de siège, c'est parce qu'il y avait des problèmes. L'autorité sur l'autorité de l'État. Et cela, même dans le commandement, il y avait des problèmes. Sinon, le commandant suprême n'allait pas organiser le séminaire que nous venons de suivre là-bas. Nous avions nos problèmes. Vous voyez, depuis que nous sommes là avec mon équipe, nous sommes en train d'arrêter tous ces officiers-là qui vendaient les armes, les munitions. Tous ces officiers-là qui s'amusaient, ou les militaires qui s'amusaient aussi à jouer aux coupeurs de route. Mais dire que nous avons échoué, je crois que c'est quand même dur. C'est trop fort. Nous avons besoin de l'accompagnement. Et si le docteur Mukwege pouvait m'entendre, il n'a pas une autre armée que celle que nous avons. Nous, les militaires, nous l'aimons beaucoup. Nous, les militaires, nous l'admirons. Mais nous, les militaires, nous lui demandons aussi de nous accompagner. Voilà ce que je peux dire. Voilà. Alors, vous aviez parlé du social? Oui, allez-y. Vous avez parlé du social. Vous savez, j'ai parlé d'une opération militaire. Je vais vous donner, peut-être pour comprendre certaines choses, nous avons des phases. La première phase, je vous ai dit, agglomération, avoir accès, donc les grands axes et les localités. Et deuxième phase, ramener, n'est-ce pas, l'ennemi dans la profondeur. Et puis, troisième phase, aller le détruire. Mais quand vous arrivez à la troisième phase, qu'est-ce qu'on vous demande? Quand vous arrivez à la troisième phase, on vous demande la stabilisation. Et quand on parle de stabilisation, on parle de développement. Alors, vous n'allez pas commencer avec la première phase. Vous êtes là, non, voilà, on a repris, on a ouvert les axes et tout. Deuxième phase, c'est vrai, on a chassé un peu loin. Et puis, non. Il y a des choses qui sont, comme on dit, concurrent activities. Il y a des choses qui se font concurremment. Sur le plan des opérations et sur le plan aussi du développement. Donc, je ne peux pas arriver à la troisième phase quand vous allez me demander, n'est-ce pas, au gouvernement, la stabilisation, donc le début du développement. Il n'y a pas de route. Non. Non. Vous voyez toutes les armées, là, quand elles se déplacent avec ce qu'on appelle le génie militaire. Chez nous, nous sommes avec le génie militaire qui est à Béni, et nous sommes de l'autre côté parce que, bon, nous sommes ce que nous sommes avec nos limites. En Ituri, nous avons engagé des sociétés, nous ouvrons les routes en même temps. Nous réparons, on construit même des hôpitaux, ainsi de suite. De sorte que quand nous allons arriver à la troisième phase, nous aurons un prérequis sur le plan du développement. Parce que c'est ce que nous devrions présenter au gouvernement. Et même aux étrangers qui peuvent venir, ils vont trouver que quand même, nous avons des routes, quand même, nous avons des hôpitaux qui ont été réhabilités et ainsi de suite. Voilà pourquoi est-ce que les opérations militaires, ce n'est pas seulement aller trucider les pauvres... Enfin, bon, évidemment, quand je voulais parler d'éco-déco,
Mais nous avons aussi les... Non, ce n'est pas seulement tuer, mais nous avons la dimension ou des opérations, mais nous avons aussi la dimension du développement. Voilà. Alors, Madame Rachel, pour terminer cette partie, évidemment, mon général, vous avez bien répondu sur la question du docteur Mukwege. Évidemment, l'armée, c'est la seule que nous avons. Que ce soit ceux qui sont aujourd'hui dans l'opposition, que ce soit ceux qui sont dans la société civile, c'est seulement cette armée que nous avons et que nous honorons aujourd'hui. Et c'est pour cette armée que nous avions lancé l'opération Bendele Koyate il y a presque une année. Il y a une année passée. Et d'ailleurs, aujourd'hui, à l'occasion de la journée porte ouverte, on a parlé du lien qui doit exister entre la nation et son armée. Quoi qu'il en soit, quoi qu'on en dise, ces hommes, beaucoup d'entre eux meurent pour nous. Nous sommes partis en Ituri avec le Premier ministre Sama Lukonde en août. L'essentiel de nos effectifs qui combattent en Ituri viennent de l'Équateur. Nous sommes partis à Beni, voir les militaires blessés. Vous n'avez aucune idée de toutes ces femmes de militaires qui sont venues pleurer au pied du Premier ministre pour qu'on les ramène à l'Équateur. Nous sommes dans le Nord Kivu. Ce sens du sacrifice ne peut pas être méconnu. C'est d'ailleurs à ce titre que vous avez vu le président de la République lui-même aujourd'hui s'est déplacé. Donc, on peut avoir des brebis galeuses comme on en a partout et le général vous a dit qu'ils sont sanctionnés. Mais il est important que nous tous, nous sachions dire merci pour ceux qui ne sommeillent pas pour nous protéger. Dieu seul sait si l'armée n'existait pas, dans quel état le pays serait aujourd'hui. Alors, vous avez parlé de la table ronde. Je ne reviendrai pas sur ce que le général a dit parce que vous n'allez pas nous dire qu'en une année, tout ce que l'état de siège a apporté est négatif. Parce qu'ici, nous sommes dans une forme de dualité où ça dépend de votre angle de perception. Nous avions un tableau de départ, le général vous a dit tout à l'heure, où il y avait des localités entières qui étaient occupées, où il y avait des routes entières qui étaient coupées, où il y avait des régions où les populations ne pouvaient même plus se déplacer. Mais aller dans les Nord Kivu, nous y étions, avec le Premier ministre pour faire l'évaluation de l'état de siège, comme en Ituri, on a vu des travaux qui se sont faits entre-temps et qui ont soulagé les populations riveraines qui vivent et qui sont témoins de tout ça. Alors, il faut peut-être faire attention à tous ceux qui, en fait, malheureusement, ne propagent que de mauvaises nouvelles. Aujourd'hui, il est un fait, le général l'a dit tout à l'heure, l'état de siège n'a pas vocation à demeurer de manière indéfinie. Nous avions des objectifs d'étape que nous évaluons. Et d'ailleurs, pour ça, le président de la République veut un processus participatif. Parce que nous pensons que pour arriver à la paix dans nos provinces de l'Est, les militaires ont leur rôle, les médias ont leur rôle, la société civile a son rôle. C'est pour ça que le président a lancé cette idée de forme de table ronde au terme d'une réunion où le Premier ministre, s'il vous plaît, a présenté les rapports de mission qui étaient initialement destinés au président de la République, mais le président de la République a voulu que tous les députés, sénateurs des provinces concernées puissent participer à cette réunion. Et c'était donc en toute transparence et la réflexion qui doit se faire au plus tard avant la fin de la session autour de ce qu'on a appelé table ronde. Ce sera peut-être une réunion en petit format qui permettra d'évaluer les rapports des gouverneurs militaires et de décider de la suite à réserver pour l'état de siège. Ici, l'objectif principal, Madame Rachel, et c'est ce que tout le monde doit garder, c'est que nous devons parvenir à la paix. Voilà, on va prendre les questions que j'avais... Oui, allez-y, Monsieur le Gouverneur. Je voulais juste ajouter quelque chose là. Vous aviez parlé des ressortissants qui composent, n'est-ce pas, notre armée. La dernière fois, je crois que vous étiez informé que nous sommes allés à la limite de Faradje et Ariwara, parce qu'il y avait des problèmes de limite, ainsi de suite, et de limitation de territoire. Alors, c'est à Kalikomi. Nous avons les jeunes gens qui sont venus de Kamina, et qui se retrouvent là-bas. Je ne sais pas comment il faut... Des militaires de 18 ans, soldats 18 ans, 19 ans. J'ai posé la question au Kaliko qui était là. J'ai dit, mais vous connaissez ces militaires? Oui, c'est eux qui nous ont gardés, c'est avec eux que nous sommes restés ici. Ah bon? Vous savez, ils viennent d'où?
Oui, bon, on sait qu'ils viennent du Katanga. Est-ce que vous connaissez le Katanga? Ah non, mais est-ce que vous pouvez vous imaginer ce sacrifice-là que ces enfants sont en train de faire, leur jeunesse? Et, s'il vous plaît, mieux vaut, n'est-ce pas, peut-être, c'est peut-être difficile de se taire, mais s'il vous plaît, vous ne pouvez pas vous imaginer le mal. Nous savons que nous avons, comme j'ai dit, nous avons des petits problèmes. Nous les résolvons. Le chef est là, il a fait le séminaire. Et nous continuons à arrêter les gens. Il y avait un non-État là-bas, là, en Ituri. Nous sommes en train de remettre l'autorité de l'État. Et je crois que c'est aussi un grand problème là-bas, parce que les gens ne veulent pas que cet État revienne. Je crois que vous êtes au courant que depuis que nous sommes là, en ce qui concerne la fiscalité, les impôts à l'extérieur, les impôts à l'intérieur, et même les taxes, tout a augmenté. Plus de 100%. Je parle des impôts à l'intérieur et à l'extérieur. Le ministre des Finances l'a confirmé. L'a confirmé. Ça va directement au gouvernement central parce que les gens se posent la question. Mais non, vous dites que vous avez, n'est-ce pas, même, vous avez fait 100%, mais comment? Non, ça va au gouvernement. Et vous pouvez voir aussi que sur le plan de notre budget, les gens sont quand même contents. Donc, Ituri est en train de revivre. Voilà. Voilà, on va prendre rapidement les questions que j'avais annoncées. C'était Marlon Kachamou et Alain Lirno Marcelli. Puis ce sera une question en Swahili et on termine par une question en Lingala. Et puis la question sur l'arrivée du pape, Madame Rachel, j'y répondrai. Oui, Monsieur Marlon Kachamou. Monsieur le gouverneur, vous dégagez un aspect d'un combattant inébranlable. Quand on vous voit, on s'est dit le casting a été le meilleur. Alors cependant, j'ai une inquiétude. Vous avez un message très diplomatique, très démocratique à l'endroit des rebelles. Mais quand vous avez fait votre exposé des motifs, vous avez, me semble-t-il, vous avez dit avoir la maîtrise de leur modus operandi. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à infiltrer tous ces rebelles qui sont au fait similaires à la population qui tombe comme des mouches? Ou votre préoccupation, c'est seulement respecter les principes établis de la guerre? Qu'est-ce qui ne va pas? Merci, c'est la question que j'avais à vous poser. Merci. Je ne sais pas. Vous savez, nous avons deux genres d'ennemis. Encore qu'il est malaisé d'appeler la Codeco ennemi. Parce que, vous savez, quand vous parlez d'ennemis, il y a un certain comportement qu'on doit afficher. De l'autre côté, nous avons les ADEF. Les principes que je suis en train de vous citer ici, ce ne sont pas des principes qui sont liés à ma personne. Ce sont des principes qui sont liés à l'armée. Je suis lieutenant général. Oui, je suis lieutenant général, je ne peux pas faire n'importe quoi au motif que je suis sur un théâtre d'opération. Si vous ne le savez pas, il y a un mois que j'ai été rappelé ici. C'est-à-dire qu'on engage, je peux vous dire que ce n'est pas la diplomatie que je suis en train d'appliquer là-bas. Ça, je peux vous rassurer. Et si les gens ont été mécontents, du côté de Kobu, du côté de Mungwalu, les gens ont été mécontents, ce n'est pas parce que j'ai appliqué la diplomatie là-bas. J'ai vraiment traité ces cibles-là. Et à un certain moment, la population, certaines personnes ont cru que j'étais en train d'en faire plus. Informez-vous. Informez-vous très bien. Je ne peux pas parler n'importe comment, mais je vous dis que il n'y a pas plus longtemps qu'il y a un mois, les gens se sont posé la question pourquoi est-ce que j'étais en train, du moins là-bas à Ituri, pourquoi est-ce que j'étais en train de poser tel ou tel autre acte? Pas la diplomatie. Ne vous en faites pas. Informez-vous très bien. Alors, vous avez parlé, oui, inébranlable et tout. Oui, je vous assure que quand je suis arrivé, non, c'est l'image que vous avez, je crois que c'est la vraie. Quand je suis arrivé à Ituri, je vous dis, quand je suis arrivé à Ituri,
ce n'était pas quelque chose de facile. Ça, je peux vous dire. Venez à Ituri, venez voir. Voilà. Mais alors, un petit complément, Marlon Kachamo. Lorsque le gouverneur parle des ADF, c'est un ennemi terroriste ciblé qui est étranger. Voilà. Lorsqu'on parle des Codeco, ça peut être parfois les neveux d'un de ses collaborateurs ou le cousin. Ce sont des Congolais. Vous ne les traitez pas de la même manière. Et c'est cela aussi la complexité de la situation. Que lorsque vous devez faire face à vos propres enfants qui se rebellent, est-ce que vous leur opposez la force militaire de bout en bout? Est-ce qu'à un certain moment, même quand vous l'imposez, est-ce que vos propres collaborateurs à un moment ne viendront pas vous dire que j'ai perdu un de miens, même si c'est un enfant égaré? Et donc, vous voyez, c'est pourquoi le président de la République engage aussi la responsabilité des communautés, des élus, dans les discours, dans les processus qui doivent nous amener vers la paix. Parce que opposer la force même à votre propre enfant pour son bien, vous réfléchissez 2 fois. Et d'ailleurs, je me demande s'il existe encore des parents aujourd'hui qui giflent ou qui tapent leurs enfants. Bon, j'espère que ce n'est pas votre cas. Merci, Alain Lino Marcelli. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Bonsoir, Monsieur le Gouverneur. Je suis là pour le compte de Digital Congo. Je vais être rapide et assez court dans mes questions. Le 5 mai, le commandant du secteur opérationnel de l'Ituri, de FARDC, a lancé un avis de recherche avec des photos. Je ne sais pas si vous n'êtes pas au courant. Avec des photos des membres de Codeco, il y avait des noms. Est-ce que depuis le 5 mai, il y a une suite à ces sujets? Parce que moi, j'ai même le fichier dans mon téléphone. Deuxième question, concernant le financement des opérations, est-ce que tout va bien? Je sais que peut-être que ça ne va pas, vous n'allez peut-être pas le dire, mais est-ce que côté financement, il y a tout ce qu'il faut pour que les opérations se déroulent comme il se doit? Dernière question, on parle plus de FARDC, mais qu'en est-il de la contribution de la police, notamment dans la ville de Bunia? Est-ce que cette police a les moyens de mobilité pour intervenir à la cité? Parce que l'insécurité, ce n'est pas seulement dans les fins fonds, il y a aussi l'insécurité peut-être dans des quartiers. Est-ce que la police est mise à contribution et est-ce qu'elle a la mobilité qu'il faut? Merci. Vraiment, je crois il faut bien lire le document que vous avez. Vous parlez du 5 mai, mais regardez un peu l'année. Regardez bien l'année. Alors, pour le financement, comment? Allez-y, pour le financement. Pour le financement, je peux vous dire que nous avons un principe dans l'armée. Vous pouvez avoir des limites, mais vous les intégrez dans votre planification. Vous ne pouvez pas, même toutes les meilleures armées du monde, ils ont encore besoin de plus. Mais alors, on ne va pas s'arrêter parce qu'on va dire non, voilà, nous manquons de ceci ou nous manquons de cela. Et puis le Congo, il est le Congo, avec tout ce que nous avons comme problème. Et donc, nous le comprenons. Et je peux vous assurer que depuis plus de 3-4 mois, nous avons des moyens. Ça, je vous le dis, nous avons les moyens. Le gouvernement, l'armée nous envoie des moyens. Nous ne sommes plus comme au premier jour où on était arrivé là-bas. Évidemment, il fallait d'abord évaluer. Je crois que c'était ça le problème qu'on avait. Il fallait évaluer, il fallait, n'est-ce pas, planifier. On a planifié effectivement. Mais quand vous arrivez quelque part, l'image que vous avez et ce que vous trouvez sur place, je crois que souvent c'est aux antipodes. Et si vous vous rappelez encore, le chef de l'État, quand il était arrivé à Ituri, il avait fait un message. Pourquoi? Parce que, bon, des fois, c'est comme on disait, le vin n'était pas aussi sucré que ne l'a fait croire le vigneron. C'est-à-dire, nous sommes arrivés, on pensait qu'il y avait ça, mais nous avions eu des problèmes. Le chef de l'État avait dit, le commandant suprême, vous savez que lui dit ce qu'il voit, et donc il avait dit qu'on n'avait pas autant d'effectifs. Et donc, il fallait courir. Il fallait avoir des moyens d'abord en personnel, et puis avoir des moyens en matériel. Et je vous assure que le gouvernement est en train de nous aider quant à ce. Donc, pour le moment, nous avons, c'est vrai, on a certaines limites, mais nous pouvons opérer avec ce que nous avons. En tout cas, soyez rassurés,
nous avons quand même des moyens. Pas Voilà, trop, mais nous avons des moyens. de la police. Alors, la police, vraiment, je tiens d'ailleurs à la féliciter. Parce que aujourd'hui, avec le commissaire général de la police, nous avons eu un grand appui. Il nous a amené le personnel, et nous, en tant qu'armée, avec justement les mêmes moyens que le gouvernement a disponibilisés pour nous, nous avons aussi aidé notre police. Et en même temps, nous avons aidé notre police aussi en mettant à sa disposition la police militaire. Parce qu'en fait, pour certaines opérations, notamment les patrouilles, nous avons notre police militaire qui travaille ensemble avec la police, la PNC, la police congolaise. Que ce soit dans les quartiers. À Bunia, où je vous disais qu'on se promenait avec les têtes de mort, aujourd'hui, les gens de Bunia, à 1h du matin, je ne veux pas vous citer les endroits de plaisir ou d'aisance là-bas, enfin de plaisir là-bas, mais vous pouvez les visiter aux heures tardives, vous allez voir que les gens, ils sont à l'aise. Et donc, ils sont dans la ville et ils sont même au-delà de la ville. C'est-à-dire, les localités, parce que je vous avais parlé des localités qu'on avait reprises, nous avons la GMI là-bas. À Komanda, nous avons la GMI. Vers Magui aussi, à Magui aussi, nous avons la GMI, à Har aussi. Et donc, il faut ils dire nous c'est aident quoi la beaucoup. GMI? Groupement d'intervention mobile. Et donc, ils sont là, ils nous aident. Comment? Oui, groupe mobile d'intervention de la police. Voilà, de la police, oui. Et donc, ils sont là, ils nous aident. Et eux, d'ailleurs, ils ont pour vocation, pour nous permettre d'aller encore plus en profondeur, de garder, n'est-ce pas, ces localités-là et ces agglomérations. Et ils le font très bien. Voilà, ils le font très on bien. va courir derrière le Voilà. temps. C'était un binôme, hein, police. Et mobilité, en ce qui concerne la mobilité, je vous ai dit, ils ont eu leurs moyens et nous aussi, nous avons aussi mis à leur disposition des moyens sur le plan de la mobilité. Et donc, la détermination dont parle le président de la République ou le gouvernement n'est pas seulement une question de mots. Je souhaite vivement que, je veux peut-être voir avec le général Kassonga comment certains d'entre vous peuvent être associés à la journée porte ouverte pour comprendre la complexité du fonctionnement de l'armée, de comment une armée se finance, la formation, l'équipement, les fonds de ménage, etc. Je pense qu'il y a besoin de faire une petite pédagogie. Vous comprendrez mieux les obligations auxquelles nous faisons face, mais nous y faisons face de manière déterminée. Alors, on va prendre une question en Swahili et une question en Lingala. Juste une question, s'il vous plaît, parce que nous sommes obligés d'atterrir et de libérer l'antenne. Asante waziri, ninaulizo umoja kwa liwali wa Ituri. Ndani ya jimbo la Ituri kuna vigundi ngapi? Un peu plus fort pour que le... Ndani ya jimbo la Ituri kuna vigundi ngapi enye wako wanapambana na vikosi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Natangia huko pale kuna waraia ngapi wamekufa na wangapi wametoka mumewaponesha mkononi la adui? Oui, la première question c'est ndani ya jimbo la Ituri kuna vigundi ngapi yenye wako wanapambana na vikosi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Ya pili, watu ngapi mliwaponesha kumikono la adui na wangapi wamekufa? Kuponesha? Wewe, watosha ndani ya wewe. OK. Asante. Wangapi tuliponesha? Et puis troisième question? Non. Les deux. Ah, OK, sawa. Kile naweza kubaonesha, tuko na bale banaita ba groupe armé locaux. Ba groupe armé locaux ni bale ba groupe armé ba congolais beko pali. Bale ba groupe tuko na Codeco. Codeco ndio ile groupe iko nafanya mauaji sana. Kufata tuko na FRPI. FRPI ni wale yuko kote ya Geti. Wao tulifanyaka nabo maakor. Weko pale, weko na Hongoya. Tulikuwa na maproblemi ya Starek, pesa iliisha na wanekala pale kwa manyumba yabo. Na wakati ingine unayua kama watu wanaposa pesa, wanakuwa wanafanya tuma desordre kidogo. Lakini wao atupigane nabo. Tunakuwa na FPIC. FPIC iko kote ya Irumu.
wale na wao tunapigana nao, lakini bobe kumingi mubitu ya kubeba mangombe ya watu kufanya nini na vitu sawa vile. Tunakuwa na wengine ni wa Kiandenga. Kiandenga ni wale wa mai weko wa supplétif ya ADF. Na waza mulisikia la dernière fois walisema kote tena maido ukule walikuwa weko na watu. Wakati ile tunafukuza wanduku ya warafiki yabo wa ADF, wao wanaanza na wao kufanya mauaji. Njuu ya kufanya nini kuweka akili yetu sehemu zingine. Ndio wa Kiandenga wale. Ndio magrupu munene ile tuko nayo pale na ndio ile tunapigana nani. Tuko napigana nao. Kama tunasema waotaji ngapi tumetoa kwa adui. Leo hii kwa siku ya leo nawaza tunaweza nafika 650. 650. Kwa mingi tuliwatoa, kwa mingi kabisa tuliwatoa wakati ya Boga na Chabi. Nawaza muliwaka ile operation tulifanya pale. Tulipiga ule adui, alikuwa pembeni ya Boga ya Chabi, na Chabi ilikuwa ADF. Tumepiga na tumalibere mafamili mingi sana. C'était au moins plus ou moins 150 personnes tulikamata. Wengine ni hawa wa siku yote tuko napigana nabo sehemu ya Komanda kufika Luna, na hawa kidogo hawa wengine tunaanza kukamata ku Rivière Ituri, tunapanda kiloko kufika Lolwa. Hii masiku za mwisho hii. Voilà, on va prendre la question en Lingala. Fabrice, une question s'il vous plaît, comme ça nous terminons. Matondi mingi Ntoma Muyaya mituna ezali mibale pambate baimboka bakotuna na moyangeli ya Ituri tango kitaki basokoto na oyo kitaki na Ituri bai Congo mobimba basepelaki bana Ituri balobi cette fois-ci bitumbe sengele sila mais boni tilelo yo bitumbe ezali kokoba e bino boyangeli bolingi kosolola na batu o bali ko boma ba congolais o boko benga o bazali bandeko ba ko sangana na population, c'est-à-dire bozali ko tali sa faiblesse ya gouvernement ou bien bozali penda na bo pikiliki ya kotia sécurité na kati ya bana ya Congo démocratique. Motuna ya mibale ezali na Ntoma Patrick Muyaya. Pour nini gouvernement kosolola na batu oyo bazali ko boma ba congolais o bino bobengi bango banguna bo mobiliser mbongo même armée telemi biso pe ba journaliste sala ki mosala na biso ko talisa banguna que esengeli batika mandoki lelo boyangeli bokoki tope bokoki te o bosengi abandon pour ko solola na batombuki. Merci. Merci. Mon général. En tout cas, c'est ce que je dis, éviter ceux qui vous ont informé. Batu bazo kufa. Bakodeko wana bozo loba wana bakodeko, c'est parce que tous na baoyo azo benga ba auteur intellectuel. Oyo, au monde eza population, il faut beaucoup comprendre que nous sommes tous dans le milieu moko ya bato baza pauvre, une population pauvre. Ba école nyonso mingi ba bebisaki, de sorte que baza batu moko qui baza na compréhension muke bakoki kozala manipuler facilement. Mais ngai en tant que commandant des opérations nazo sala ba opération bazo kufa nazo mona ndeni bazo kufa. Chaque jour ici, il n'y a pas plus tard qu'il y a une semaine ou 2 semaines. Baso tunanga ka mituna pona nini. D'ailleurs les bato bazo lo bate
ezala bino ba Congolais, mais ezala même communauté internationale. Ezala ba mikanda chaque jour que il faut te répondre. Pona nini bobomi batouana. Pona nini bobomi batouana. Pona nini bobomi batouana. C'est-à-dire que quelque part aussi ndenge na yebisa ki bino tokoki koboma biso tokendaki kuna po na ADF principalement parce que celui-là on l'appelle balbengaka ye ennemi. ADF aza ennemi. Oki kokende kuna au bomi, au neutraliser, il n'y a pas de problème. Mais dès le moment où les Aba Congolais, discours est changé. Vous ne pouvez pas, vous coquille s'imaginer. Il y a 2 jours, 3 jours, na répondra qui na mituna mi balé. Na bambou, je pense. Jour moko, ba na bazala ki na classe T. Tu choisiras qui jour wana, tu ko traiter ba cible, bombe moko ekoyaki na école. Et ça li dusu munene kakabo. Mais jusque lobby wana bazotu na ngai likamoni ne lekaki kuna. Na dala je pense aussi. Bombe mususu ya hélicoptère ekoyaki, je crois que vous êtes au courant, ekoyaki na pembeni pembeni wana na village wana. Mwana moko azwaki éclat awa na moto. Basotuna. C'est-à-dire que biso ba Congolais il faut toyeba. Batouana bazo kufa. Mais tokoki ko silisa mokili mobimate parce que baza ba Congolais à un certain moment comme je vous dis ba koye bisabino mais pour nini ozalaki ko utiliser ba arme ya minene boye alors que batouana bazaki na ba arme ya mike. Donc eza babiloko mususu moi en tant que commandant nakoki koyawa na banda koye bisabino ke na sepeli parce que na bomaki ba Congolais mingi kuna ba côté bazo kufa si bokanisi que lokola bazo attaquer biso bazo kufa te non bazo kufa mais pour que bato ba boma ba côté na ba kan ba déplacer ou bien ba côté na village moko il faudrait pas que bazala 100 ba koki ko zala misatu mine mitano mais ba kei kuna ba bomi 100 personnes ça peut arriver. Hein? Donc il ne faut pas kokanisate que oh non ouais bakufite bazaka ndenge bazala kité kutu mingi pe bazongi na ba village na bango parce que bazo mona puissance de feu ndenge ni toza utiliser feu. Voilà, ndeko na motuna oyo tuni na ko rappeler on a lobaki na français tout à l'heure. Makambo oyo ya kobomana na SAR de César Makambo et bandi depuis plus de 20 ans. Mokonzi mboka l'air a komi na bokonzi akutaki situation ana. Lelo a sali état de siège. Ça fait 1 année. Ba consultation ezali na Nairobi. Topé masolo nyonso azobeta na ba pays voisins. Objectif ezaka moko koluka kimia. Ba Congolais oyo bazwaki mondoki poto bomana. Bazalaki na ba raison na bango. Yango président bengi bango atindi message au tolekisi awa. Oye moko alobi na pesibino na lopoto tolobi main tendue. Boya totala to bongisa oya bino. Baza ba Congolais. Ata mwana tengami atikalika mwana na yo. Mokonzi mboka za papa ya ba Congolais nyonso. Na ba oyo babomaka ba Congolais mususu. Yango topesi bango 2 options. Ya liboso boye na biso. Na ba discussion totali ndenge nini toko bimisa bino na ba groupe armé. Pe tozongisi bino na ba vie civile. Parce que programme oyo na mikolo ezali koya na romemela bino coordonnateur ya programme PDRCS. Pour ko limbolela bino oyo eloko nini tozolengela ba oyo baza na ba groupe armé po bazonga na vie civile pe batika musala mandoki. Eza processus moko mulai po bato ebele pe bakoma ko vivre na sima mandoki wana. Général alobi ba misusu na sima ba mine, ba misusu bakota boye pe na ba cop na bango wana parfois bazalaki na ba soda. Yango pa alobi awa. Ba soda en tout cas mokonzi mboka depuis aloba ba soda baza puni chaque jour bomona ka ba procès à la Makana TV. Et donc biso lelo et tozana besoin que ba Congolais nyonso bazala nango na mutu. Tozo luka kimia et pona kimia toko sala nyonso pona ko banda ko développer mboka na biso pe ko développer sous région na biso. Voilà. Alors, oui, mon général. Juste pour terminer, peut-être le komoko na lobaki makambo ya Zaïre. Zaïre baza ko lobaka baza groupe ya autodéfense. Je crois que boyoka ki yango tango nazoloba makambo ya Pluto place oyo babomaki bato la dernière fois. Mais groupe oyo sikoyo
ezoleka bakomi baza je peux dire baza bango pe ba groupe armé lelo. Donc en plus il y a baoyo na pesi pe bino kombo ya Zaïre. Bango pe bazo bunda, bango pe bazo sala na mobulu mikolo. Voilà. Voilà, avant aussi Lisa, j'aimerais que si la technique est prête, montrer une exposition photo qu'on a faite aujourd'hui à l'occasion de la journée à l'honneur de militaires, à l'honneur de militaires à Goma. Botala batu, neni ni bazo ke kotala ba soda na front. Parce que mon ibiso objectif moko toza na ngolaire to lansaka campagne à bendele koyate, eza que ba congolais bazala na confiance na ba soda na ba policier. Et je crois que na mikolo ezali koya na ba pandisango bazali awa tokotala ndenge nini tokotambola Congo mobimba pona ko renforcer la relation entre la population et les militaires. Parce que ceux qui confient ces athées armées, bitumbo union sotoko kende, et repé sabiso ba résultat motuyate. Tozan a besoin de mabondeli, tozan a besoin de Congolais nyo so bazala na simaya. Chef de l'État, commandant suprême, pena basoda ou union so bazala na front. Voilà, Madame Rachel, à votre question sur l'arrivée du pape. Nous sommes très bien dans les préparatifs. Il y a plusieurs commissions qui siègent à la fois à Kinshasa et à Goma. Vous avez vu que ces dimanches, il y avait la province ecclésiastique de Bukavu que dirige Monseigneur François-Xavier Maroy. Il s'est réuni pendant 2 jours à Goma pour faire le point des préparatifs. Et ils ont organisé une messe à Kanyaruchinya, le site qui a été choisi juste en face du volcan Nyiragongo pour habiter la grande messe. Ici à Kinshasa, moi qui vous parle, je dirige la commission communication, il y a la commission transport logistique, plusieurs commissions, et nous nous réunissons généralement tous les jeudis autour du Premier ministre et du nonce apostolique pour être sûr que toutes les dispositions sont prises. Et nous pensons que l'arrivée du pape viendra renforcer les efforts en cours pour amener la réconciliation et la paix. Et donc, vous pouvez être sûr que le moment venu, nous reviendrons avec vous pour parler en long et en large de ce qui se prépare, parce que pour cela, nous aurons besoin des médias pour accompagner le passage du pape. Je ne pourrais terminer cet exercice sans rappeler qu'aujourd'hui, le 17 mai, c'est aussi la journée consacrée aux télécommunications, à la société de l'information. Cette année, le thème est centré sur la technologie numérique au service des personnes âgées et du vieillissement en bonne santé. Il y a un message de mon collègue Kibasa, qui se trouve actuellement en mission au Katanga. Il participe à la table ronde pour la réconciliation, qui vous sera distribuée, partagée tout à l'heure. Comme ça, vous pouvez avoir une idée de ce que le gouvernement dit à ces sujets. Moi, en général, vous avez 1 minute pour conclure. Oui, merci beaucoup, Excellence. Mon message est simple. Si aujourd'hui nous nous retrouvons à Ituri, c'est parce que vous, le peuple congolais, vous l'avez souhaité. Vous aviez souhaité aujourd'hui que, par l'entremise du commandant suprême, qu'il y ait état de siège là-bas à Ituri. Et nous avons été amenés là-bas. Pas par notre propre volonté, parce que c'est une mission qui nous a été assignée. Et donc, ce que je vous demande, ce que je peux demander à la population congolaise aujourd'hui, et aussi surtout à la population, spécialement à la population iturienne, c'est qu'on soit ensemble. Ça ne sert à rien aujourd'hui de nous diviser parce que, voilà, il y a eu autant de morts ici, autant de morts là-bas. Prenez toutes les grandes armées du monde. Le jour où ils ont eu des problèmes, là où ils ont perdu autant d'hommes, ou bien autant de population, ils se sont unis. Ils sont restés en silence, soudés, avec beaucoup de dignité, pour chercher quelle réponse donner à ce problème-là. De grâce, je vous demande aussi, en tant que Congolais, parce que c'est la seule armée que nous avons, accompagnez-nous. C'est vrai que si nous avons des fois, nous ne pouvons pas faire ce que vous voulez qu'on fasse, donnez-nous des conseils, et peut-être aussi des remarques, mais soyons ensemble. Voilà, c'est sur ces mots que nous terminons cet exercice de redevabilité. Merci, Monsieur le Gouverneur. Nous pensons avoir apporté des éléments d'éclairage sur la situation en Ituri. Vous avez compris qu'à l'occasion de cette journée dédiée à nos phares d'essai, nous avons voulu, mon général, vous rendre hommage et à tous ceux qui, comme vous, se battent au front pour amener la paix. Vous pouvez compter sur le soutien du commandant suprême. Il vous l'a dit à l'occasion du séminaire qu'il a présidé, du gouvernement. Nous mettrons tout pour soutenir notre armée. Et Bendele Koyate, Fouetelema toujours, parce que comme vous l'avez dit, Tozaka Kanabino, et vous avez besoin de notre soutien pour amener la paix dans ce pays. Nous vous remercions et nous nous retrouverons
dans le cadre d'un prochain briefing. Mais en attendant, nous vous convions à rester attentifs pour suivre le programme redevabilité du gouvernement que vous suivez depuis quelques jours. C'est un exercice inédit.